Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine spéciale littérature africaine avec un dossier du jour consacré aux œuvres du continent utilisées dans les programmes scolaires et les retombées sur l'éducation de la jeunesse. Au sommaire également, le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire a confirmé ce lundi les résultats de la commission électorale indépendante. Le président Alassane Dramane Ouattara a donc été officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 25 octobre. Le Tchad et la Somalie de nouveau attaqués par les terroristes. Comment le continent doit-il s'y prendre pour les combattre? En a-t-il les moyens? C'est un de nos débats de ce soir et ils sont avec nous justement pour évoquer tous ces sujets qui font l'actualité du continent africain. Ce sont nos éditorialistes Malik Acher. Malik, bienvenue. Merci Amira et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Daouda Tal. Daouda, bienvenue parmi nous. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. La réélection d'Alassane Ouattara à la présidence de la Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans a été validée ce lundi par le Conseil constitutionnel, une étape à forte valeur symbolique avant une investiture prévue très prochainement. C'est un sujet de Lise Elsia Kizimana. Le président Alassane Ouattara remporte officiellement l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa réélection ce lundi 2 novembre 2015. Il valide ainsi les résultats de l'élection présidentielle qui avait été proclamée par la commission électorale indépendante. Il convient de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de la Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre. Le président Alassane Ouattara est donc vainqueur de la présidentielle de 2015 avec un score de 83,66%. Il a recueilli 2 618 229 voix, réalisant un résultat supérieur à la majorité absolue, fixée à 1 564 872 voix au premier tour. Une victoire qui n'a pas été contestée par le Front populaire ivoirien qui a reconnu la défaite de son candidat Pascal Affi-N'Guessan, arrivé second. Le président du parti, le candidat Pascal Affi-N'Guessan, a déjà donné notre position. Nous avons dit que les élections se sont déroulées de façon générale sans grand incident. Il n'y a pas d'incident majeur, ce que nous saluons de la part de nos compatriotes. Et que nous saluons la victoire de M. Ouattara et que nous souhaitons bonne chance et que qu'il pense qu'il tire les leçons de cette élection, parce que beaucoup de gens il y a eu un taux de participation qui n'est pas important, qui n'est pas un bon taux de participation. Ça prouve que la Côte d'Ivoire est encore sous l'effet de ce qui s'est passé en 2010 et que le président de la République il doit s'atteler à la réconciliation des Ivoiriens. Donc pour nous, sa réélection, nous le saluons, même s'il y a eu des coups d'irrégularité que nous allons bientôt porter à la connaissance des Ivoiriens. Mais cela ne nous autorise pas du tout à remettre en cause l'élection de M. Ouattara. Élu pour la première fois en 2010, le président Alassane Ouattara entame son deuxième mandat. Âgé de 73 ans, il est donc appelé à assurer la continuité de la réalisation de ses projets socio-économiques et politiques pour une période de 5 ans. Son cheval de bataille, réconcilier les Ivoiriens. Daouda, la victoire d'Alassane Ouattara, validée par le Conseil constitutionnel, une formalité pour de nombreux pays, mais pas pour la Côte d'Ivoire quand on connaît le passif et ce qui s'est passé en 2010 lors de la précédente élection présidentielle. Oui, tout à fait, Amira. Je pense que c'est une bonne chose que les institutions puissent, en tout cas, avoir une participation effective pour ces élections, ou pour cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Donc, on se souvient quand il y a eu la crise en 2011, les institutions étaient à terre. Maintenant, c'était quand même au-delà de l'enjeu de réélire ou pas Alassane Ouattara, il y avait l'enjeu déjà d'arriver à des élections apaisées, bien organisées, avec des institutions qui fonctionnent. Donc ça a bien marché au niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je pense que l'élection semble de toute façon être acceptée. Des irrégularités, il y en a dans tout type d'élection, mais globalement, la réélection du président Ouattara n'est pas contestée en tout cas. Maintenant, le chantier de la réconciliation reste bien entendu vaste encore. Il faut juste espérer que ces réussites sur le plan économique
puisse se confirmer lors de ce deuxième mandat, et je l'espère pour l'ensemble des Ivoiriens. Malik, une élection crédible et apaisée selon les observateurs internationaux, c'est ce qu'il ressort selon vous de ce scrutin? Oui, on l'a bien vu, on n'a pas eu de heurts majeurs, on n'a pas vu d'actes de violence et, comme l'a dit Daouda, pourtant la Côte d'Ivoire a un passé très lourd. Récemment, il y a eu cette crise de 2010-2011 qui a vraiment coupé le pays en deux parce qu'il y avait, il faut le dire quand même, des partisans de chaque candidat qui étaient, on va dire, à 50-50 de la population. C'était difficile de tourner cette page. Maintenant, cette belle réussite démocratique de la Côte d'Ivoire nous permet de croire que le pays peut s'en sortir pour les prochaines élections et peut les organiser de façon apaisée. Maintenant, il y a aussi, je pense, il faut le saluer, parce qu'on dit toujours que c'est grâce aussi au président Alassane Ouattara que les élections se sont bien passées. Il faut aussi saluer l'opposition ivoirienne, et notamment Afin Guessam qui a reconnu sa défaite, le directeur de campagne qui, comme on l'a vu dans le reportage, souhaite bon courage au président Ouattara. Je pense que vraiment ces messages aussi d'apaisement, ils sont venus aussi de l'opposition et il faut le saluer. Afin Guessam a un gros travail au sein du FPI, celui de réorganiser le parti. Il est très attaqué parmi les plus radicaux de son parti. Donc faire émerger aussi un parti d'opposition et avoir une démocratie apaisée, c'est le rôle aussi de l'opposition. Alors Daouda, la peur de nouvelles violences a plané sur ce scrutin qui s'est finalement déroulé sans incident majeur. C'était un peu un test, ces élections. Est-ce que c'est un test réussi selon vous? Oui, c'est un test réussi parce que bon, il n'y a pas eu mort d'homme, pour reprendre cette expression. Donc je pense que tout s'est bien déroulé jusque-là et il n'y a pas de raison que pendant ce deuxième mandat qu'il y ait des problèmes majeurs à ce niveau-là. Ce qu'il faut espérer aujourd'hui, je pense que c'est après, au bout de 2 mandats, que le président Ouattara puisse ensuite se désengager, en tout cas, et laisser la voie libre, le jeu politique libre pour les autres qui vont... C'est pas ce qu'il l'a fait jusqu'ici? Jusqu'ici, c'est normal, puisqu'il est partie prenante, donc c'est normal qu'il défende sa position, mais maintenant on sait que c'est son dernier mandat, il ne peut pas se représenter à un 3e mandat. Donc à partir de ce moment-là, c'est préparer les institutions et puis préparer un jeu politique mature. Bon, je pense qu'il ne va pas se représenter, donc on verra bien. Mais en tous les cas, j'espère que ça va confirmer cette élection, la maturité de la classe politique ivoirienne. Malik, est-ce que cette élection permet de tourner définitivement la page des violences électorales de 2010-2011 ? Je l'espère. J'espère justement que cette croissance économique aussi pourra apaiser les tensions parce qu'il faut aussi comprendre que les heurts, parfois, dans les pays africains ont une base sociale des populations qui sont défavorisées et qui se révoltent aussi, même si là, la dernière crise en Côte d'Ivoire était politique, mais il y a toujours une souche derrière, un relent économique derrière. D'où cette nécessité, comme vient de le souligner Daouda, pour le président ivoirien, Alassane Ouattara, de réussir sa mission sur le plan économique, parce que s'il n'y arrive pas, là, il risquerait, je pense, d'y avoir encore ces problèmes de sécurité en Côte d'Ivoire et qui pourront avoir une tournure politique par la suite. Daouda, éducation, santé, réconciliation nationale, agriculture, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, beaucoup de secteurs apparaissent comme des priorités. Mais quelles devraient être celles du président Alassane Ouattara, selon vous ? Vous les avez citées à juste titre, Amira. Je pense que l'éducation, la santé restent des missions régaliennes fondamentales. Une population malade ne peut pas assurer son développement. Une population qui est illettrée, la même chose. Je pense aussi qu'au-delà de tout ça, la sécurité alimentaire est à garantir, c'est-à-dire permettre à ce que tous les Ivoiriens puissent manger à leur faim, disposer d'un emploi, etc. L'enjeu, il est là. C'est ce qu'on appelle une croissance partagée ou une croissance inclusive, mais en tout cas, il faut arriver à ça. Mais juste, si vous me le permettez, si le temps me le permet, je dirais simplement que sur 5 ans, il a quand même fait des choses sur le plan économique, même si sur le plan politique, il y a quand même, le chantier est très vaste encore. C'est clair et net, et il faut plus d'efforts dans ce sens. Mais pour les présidents qui pensent qu'en 5 ans, en un premier mandat, on ne peut pas faire grand-chose, parce qu'il y en a qui disent, quand vous êtes élu au premier mandat, le temps que vous vous installiez, etc., vous ne pouvez rien réaliser. Là, le président Ouattara a quand même prouvé le contraire avec ses infrastructures.
Alors, Malik, et selon vous, quel est le chantier le plus vaste auquel devrait s'attaquer dès maintenant le président Alassane Ouattara ? Daouda les a cités, notamment, moi je pense vraiment au volet social, cette coupure quand même qu'il y a entre le nord et le sud, cette nécessité d'avoir quand même un territoire homogène, qu'il n'y ait pas de différence de développement entre les régions en Côte d'Ivoire. Donc un bilan économique quand même en demi-teinte, même s'il est bon. Parce que le chantier est vaste, parce que je pense qu'il hérite d'une situation très difficile qui a fortement marqué la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas justement jeter la pierre à Alassane Ouattara sur ce côté-là, sur le volet économique, parce que ça prend du temps. Néanmoins, je pense que avoir un taux de croissance de 9-10%, c'est très bien. On en a discuté d'ailleurs avec Daouda plusieurs fois sur ce plateau. L'objectif, le défi d'Alassane Ouattara, c'est de faire concourir aussi les entreprises ivoiriennes qui, elles aussi, doivent amener leur point de croissance, contribuer à la relance économique, parce que vous en avez beaucoup de pays africains qui ont des taux de croissance qui finalement, les retombées ne sont pas très visibles sur le terrain. Pourquoi ? Parce que en général, on souscrit à des entreprises étrangères qui remportent les grands contrats et finalement, ça n'entraîne pas véritablement la machine économique derrière. Le 31 octobre et le 1er novembre 2015, 2 attaques terroristes ont respectivement frappé la Somalie et le Tchad. De nouvelles attaques qui rallongent la liste des forfaits commis par les groupes terroristes, et ce malgré les différentes stratégies mises en place par les États africains pour les combattre. C'est un sujet d'Alioune Guindo. Jusqu'à quand l'Afrique fera-t-elle face aux attaques terroristes? En Somalie, 12 personnes ont été victimes d'un attentat suicide perpétré le 31 octobre 2015 contre un grand hôtel à Mogadiscio, la capitale. Même mode opératoire pour Boko Haram, qui a fait 11 victimes civiles dans la région du lac Tchad le lendemain. Ces attaques sont récurrentes malgré les ripostes des forces gouvernementales africaines. Toutes ces attaques posent problème au niveau de l'économie des pays africains, bien entendu. Parce que dans un premier temps, il faut remarquer que les investissements directs étrangers ont besoin de sécurité. La menace terroriste qui pèse aujourd'hui en Afrique peut par exemple porter un coup dur à un secteur comme le tourisme. Le fait de pouvoir mener des activités économiques, il faudrait pouvoir garantir tout cela pour arriver à pouvoir avancer un petit peu dans le développement en Afrique. Face à des attaques terroristes, la mise en place d'une force africaine de lutte contre le terrorisme, en particulier contre la nébuleuse Boko Haram, se fait toujours attendre. En amont, les gouvernements victimes des forfaits du groupe djihadiste, le Cameroun, le Nigeria, le Tchad et le Niger, ont décidé d'unir leurs forces. Cependant, toutes ces politiques ne sont pas encore suffisantes pour mettre fin à l'insécurité que créent les groupes terroristes. La création d'une force continentale pour lutter contre le terrorisme semble être une bonne idée. Premièrement, cela permettra de mutualiser les moyens militaires, car la lutte contre le terrorisme implique un effort financier important. D'autre part, le terrorisme étant un phénomène transnational, et donc qui par sa définition dépasse les frontières politiques, il est donc urgent de poser les bases d'une coopération durable entre les États africains pour contrer ce phénomène. Rappelons que le Tchad a déjà subi, le 10 octobre 2015, une attaque subie par le groupe Boko Haram. La mise en place d'une politique continentale de lutte contre le terrorisme devra prévoir le renouvellement fréquent de ces actions en vue de résister à la pression imposée par les groupes islamistes. Malik, les Chebab en Somalie, Boko Haram au Tchad, pour ne citer que ce pays, ce sont des groupes terroristes qui sont voués à rester longtemps dans leur zone d'activité. On le voit en tout cas avec les Chebab qu'on a du mal à chasser, et ce depuis près de 10 ans. Tout dépendra de la volonté politique, tout dépendra des moyens qui vont être mis sur place pour lutter contre ces groupes terroristes qui sont très habiles, qui ont très bien compris que harceler les armées de façon régulière, de les attaquer à différents points, c'était la meilleure façon de survivre. Une sorte de guérilla en quelque sorte. Donc oui, effectivement, dire sur la durée combien de temps ça va prendre, est-ce qu'ils sont là pour rester, c'est très difficile. Moi je pense, en regardant par exemple un pays comme l'Algérie qui a quand même lutté pendant près de 12 ans, 13 ans contre le terrorisme, ça a pris du temps. Parce que vous êtes aussi dans une phase d'apprentissage quand vous n'avez pas cette expérience-là. L'Algérie a eu une phase d'apprentissage où elle a dû gérer justement ce problème-là sécuritaire. Elle a eu de nombreux revers au début, il faut le rappeler, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu beaucoup de morts du côté de l'armée algérienne qui a payé vraiment le prix cher contre la lutte
dans cette lutte contre le terrorisme. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans le même schéma avec Boko Haram qui inflige de grands revers quand même, malgré qu'il est encerclé par plusieurs armées de la région. Je pense que ça prendra du temps. Moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ces grands revers et je suis quand même optimiste pour l'avenir. Je pense qu'à force de coopération, à force de déploiement, même si ça a un coût financier très important, je pense qu'on peut y arriver. C'est un phénomène transnational et donc la coopération entre les États, elle est nécessaire. Daouda Boko Haram, initialement actif au Nigeria et aujourd'hui au Cameroun, on l'a vu encore plus récemment au Tchad, ça soulève la problématique de la sécurisation des frontières qui apparaissent de plus en plus poreuses. Oui, de plus en plus poreuse, étant donné qu'on sait très bien, malgré tout le dispositif qui est mis en place par les États, il y a des infiltrations qui se font, que ce soit en Somalie ou en Afrique centrale. Donc, comme Malik l'a dit, ça demande de redoubler d'efforts. Maintenant, on a des territoires tellement vastes que l'on a hérité, donc et on n'a pas non plus, par contre, hérité des moyens nécessaires pour pouvoir faire... C'est-à-dire que le continent n'a pas aujourd'hui les moyens nécessaires pour combattre le type de terrorisme ? Alors le continent, non, on n'a pas les moyens nécessaires pour combattre le terrorisme. Clairement, moi c'est ce que je pense. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se doter de ces moyens-là, puisque c'est une guerre nouvelle. Vous parlez de quels moyens financiers, matériels, humains, de stratégie, d'expertise? Qu'est-ce qui manque au continent? C'est à la fois des moyens humains, parce que pour surveiller une frontière, il faut bien entendu des moyens humains. Il faut également des moyens technologiques de renseignement, par exemple disposer de drones qui sont capables de survoler des zones pour voir ce qui s'y passe et ramener l'information au poste de commandement pour qu'elle soit analysée en vue de prendre des mesures adaptées. Il y a aussi cette notion de coopération entre les États, parce que bon, si je prends le cas de l'Afrique centrale, on a le Nigeria qui est dans l'espace CEDEAO, on a les autres qui sont dans l'espace CEAC. À un moment donné, pour aller quitter un territoire d'Afrique centrale pour rentrer au Nigeria, il y a quand même des échanges, des discussions à avoir, des partenariats à faire entre organismes régionaux pour arriver à donner une réponse continentale, j'allais dire, parce que la réponse nationale seule ne suffit pas, puisque c'est des groupes qui bougent entre les territoires. Pour rebondir sur les propos de Daouda Malik, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de coopération entre les États du continent? Ça veut dire tout simplement qu'elle est récente. Je pense que vous avez vu, le terrorisme qui est actif aujourd'hui en Afrique, il a aussi eu sa période d'installation. Je veux dire par cela que les actions qu'on regarde, qui émanent aujourd'hui, qui arrivent en Afrique, les actions terroristes, eh ben, ça découle d'un long processus. Nous avons eu des bandes armées qui se sont installées. Et c'est là où il y a eu cette perte de vigilance des États africains, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, parce qu'ils n'ont pas forcément le budget. Ils n'ont pas vu justement ces groupuscules venir s'installer, aller vers la population, parfois mener des actions sociales pour avoir justement ce soutien parfois de la population, mener du trafic, de la contrebande. Donc il y a eu tout un processus aussi. Donc cette coopération, elle arrive maintenant. Elle a vu que finalement, les États africains ont eu de grosses défaillances auparavant parce qu'elles ont laissé faire grandir des groupes au sein du continent africain et maintenant elles réagissent tard, mais vaut mieux tard que jamais. Mais je pense que ça mettra beaucoup plus de temps. C'est une coopération qui se met en place. Je pense qu'on a de bons exemples quand même. Je pense que pour la lutte contre Boko Haram, il y a eu quand même cet élan de solidarité entre les pays du Nigeria, du Cameroun, du Tchad. Un élan qui a porté ses fruits selon vous? Mais c'est ce que je vous ai dit en fait. C'est que le problème, c'est que ça met du temps. Je comprends l'impatience des populations civiles, je comprends l'impatience de la communauté internationale. On peut comprendre cette impatience de lutter rapidement contre une organisation, mais il faut être pragmatique. Une organisation terroriste, c'est très difficile. On le voit dans d'autres régions du monde. Les plus grandes puissances ont du mal à lutter contre les groupes terroristes, même si leur intervention parfois peut prêter à discussion. Donc imaginez-vous, pour des pays africains qui quand même sortent pour la plupart de moments difficiles, notamment de perturbations économiques, de perturbations politiques, arriver à en finir avec cette période trouble et maintenant affronter un ennemi qui est le terrorisme, c'est quand même difficile. Ils n'ont pas eu, ces pays africains, la stabilité des autres pays européens.
qui eux aussi sont confrontés au terrorisme. Ces pays-là, européens et des autres pays occidentaux, ont une stabilité politique pendant longtemps, et eux aussi éprouvent des difficultés à éradiquer le terrorisme. Donc imaginez pour ces pays africains de sortir de périodes troubles et de se remettre, je veux dire, sur son cheval de bataille et d'éradiquer des groupes terroristes. C'est très difficile. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom et le dossier du jour consacré à la littérature africaine. A tout de suite.